Comment intégrer Sciences Po Paris en 2024? C'est sans doute la question que vous vous posez en regardant cette vidéo et j'ai le plaisir pour y répondre d'accueillir Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Oui, on va discuter de Sciences Po. Alors avec une spécialiste, en tout cas qui pourra vraiment témoigner de ce que c'est que Sciences Po, puisque tu es en première année à Sciences Po Paris et tu vas pouvoir du coup nous expliquer un petit peu ton parcours et voir, on va voir ensemble comment faire un bon dossier d'admission, comment mettre toutes les chances de son côté pour passer l'épreuve déjà des écrits et puis en plus après les orales, faire le bon choix de campus aussi parce qu'il y a un vrai choix, il y a des vraies questions à se poser. Et sans plus attendre, je vais te poser la première question. Donc, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu ton parcours scolaire? Quel genre d'élève de lycée tu étais? Alors moi, au lycée, j'avais les spécialités AGGSP et SES en terminale et aussi la spécialité HLP en première que j'ai abandonnée comme il fallait en choisir plus que 2 en terminale. Oui. J'avais aussi la section européenne en anglais, qui m'a permis d'avoir un assez bon niveau en anglais et aussi l'option droit en terminale, pour découvrir les bases du domaine juridique. Et donc au niveau de mon profil, j'étais assez bonne élève, il faut dire. J'ai toujours été première de ma classe et aussi déléguée de classe, avec beaucoup d'engagement au sein du lycée, au CVL, et des engagements à l'extérieur des cours aussi. CVL, Conseil de la vie lycéenne, bien sûr. Vos profs vous l'ont déjà expliqué, tout l'engagement qu'il peut y avoir en dehors des cours. Pour Parcoursup, pas seulement Sciences Po Paris, mais pour tous les vœux un peu sélectifs, c'est très bien vu, très important. Oui. Donc tu avais un profil un petit peu en or, on va dire, mais c'est absolument pas suffisant. C'est-à-dire que, bon, on va en reparler, mais clairement ce sont des profils de tête de classe, pas forcément premier, souvent, mais pas forcément. Tu confirmes avec tes camarades de promo? Oui, exactement. C'est souvent des élèves avec des résultats assez hauts relativement, et aussi surtout avec beaucoup d'engagements extrascolaires, que ce soit du sport, de la musique ou même des engagements associatifs ou politiques. Voilà, pour passer déjà à la première phase de l'admission, enfin de l'écrit, et puis ensuite à l'oral, avoir des vraies cartes à jouer. Parce qu'on recherche des profils dans un concours comme celui-là, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus ouvert qu'on peut penser a priori. Oui. On ne va pas être trop précis, mais tu viens d'une toute petite ville de province, tu ne viens pas du tout de la région parisienne, et moi non plus. On vient tous les deux de la province, du sud de la France. On n'est pas dans une grosse ville, dans des grosses métropoles, on est dans des lycées de taille moyenne, classiques, et pourtant on envoie, j'envoie dans mon lycée, ton lycée envoie chaque année des élèves à Sciences Po, soit dans le réseau, donc il n'est pas question aujourd'hui du réseau, les 7 IUP, Aix, Lille, Strasbourg, etc. C'est pas la vidéo aujourd'hui c'est vraiment Sciences Po Paris, mais on va voir qu'il y a des campus un petit peu dans toute la France qui font tous partie de Sciences Po Paris. Léa, tu es aussi présente sur les réseaux et c'est notamment pour ça, entre autres, que je t'ai invité pour cette interview, puisque tu as un compte, tu as des comptes dans lesquels tu parles de Sciences Po Paris, justement. Exactement. Donc je te laisse nous les présenter. Alors j'ai le compte Géopolitique is Coming, donc sur TikTok et aussi Instagram et peut-être bientôt sur YouTube, où je fais des vidéos notamment pour présenter Sciences Po, comment l'intégrer, et aussi tout ce qui va concerner le cinéma et la géopolitique en général, avec aussi des fiches de révision et des anecdotes et des méthodes pour le bac de spécialité AGGSP. Voilà, donc super compte, très complémentaire du mien, le compte Instagram que je vous recommande notamment, avec des super fiches, et puis plein de choses rigolotes sur, je me souviens, la géopolitique sur Netflix par exemple, tu avais fait une série sur ça, bon, vraiment rigolo, tout ce qu'on aime, donc on vous met le lien dans la description et puis aussi sur la vidéo. Et puis on va maintenant commencer vraiment à rentrer en vif du sujet, donc dis-nous tout. Tu es en première année de bachelor, Sciences Po Paris, campus de Dijon. On reviendra sur la question des campus, mais il y a 7 campus en tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la vie quotidienne à Sciences Po Paris, du coup, dans ce campus? Alors sur le campus de Dijon, on a une mineure Union européenne, Europe centrale et orientale. Donc on va avoir beaucoup de cours qui vont être axés sur l'Europe. Donc au premier semestre, on avait certaines majeures, comme le droit constitutionnel IPC qui s'appelle à Sciences Po, l'histoire du 19e siècle, et aussi la sociologie, avec ensuite des mineurs comme les mathématiques, avec un classement selon notre niveau, des langues et aussi quelques options possibles, et beaucoup de sport et d'associations aussi. Donc la vie à Sciences Po, globalement, c'est des études assez sympas, parce qu'on a une après-midi qui est consacrée au sport, aux arts et aux associations, ce qui est assez rare dans le supérieur, par exemple en prépa. Et on a aussi beaucoup d'accompagnement de la part des enseignants, donc avec des travaux à rendre au cours du semestre, beaucoup de travail à la maison,
Et ensuite, des galops d'essai à mi-semestre et des partiels à la fin du semestre. D'accord. Au niveau du programme, donc tu me confirmes ce que toutes les brochures nous disent, hein, quel que soit le campus, qu'on soit à Paris, au Havre, à Dijon, à Menton, etc., c'est finalement exactement les mêmes cours tant qu'on est en bachelor. C'est ça. Et au niveau du master, là, il y a une grosse spécialisation, mais tout le monde peut se retrouver au campus de Paris au niveau master. Hein, c'est ça. Exactement. C'est juste qu'on va avoir, selon les campus, une coloration géographique. Par exemple, nous, à Dijon, c'était l'histoire du 19e siècle au sein de l'Europe. Et après aussi, quand on a fait du droit, par exemple, on a eu tout un cours sur le fonctionnement de l'Union européenne que les autres campus ont eu sur leur spécialité géographique à eux. Voilà, ce sont les mêmes cours. Est-ce que ce sont les mêmes enseignants ? Alors, on peut avoir des enseignants communs. Nous, on a beaucoup d'enseignants communs à Dijon avec le campus de Paris. Et ensuite, on peut avoir des enseignants qui viennent de la fac, d'autres prépas, et qui nous permettent aussi d'avoir des colorations différentes. Donc, ça peut être différent d'un campus à un autre. Au niveau de la vie de campus à Dijon par rapport à Paris, alors est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit peu les avantages et les inconvénients d'être à Dijon, hein, parce que finalement, c'est la question qu'on se pose. Donc, Dijon, le principe, c'est que c'est un campus plus petit. Alors, ça dépend des campus, parce que j'ai vu qu'à Reims, c'est un très gros campus. Hein, il est énorme, celui de Reims. Mais ce sont des campus de province, peut-être plus de proximité, parce que Léa, elle vit loin de Paris. Hein, donc, ça peut jouer dans le choix du lieu. Avantages, inconvénients d'un campus comme celui-là. Alors, les avantages à Dijon, c'est qu'on est 200 en tout sur le campus. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on se connaît vraiment tous. Donc, il y a une vraie vie de campus. On fait beaucoup de sorties ensemble. On a par exemple été à Versailles, organisé en dehors de Sciences Po, mais avec des étudiantes de Sciences Po. Et après, le désavantage qu'on peut avoir, c'est qu'on est relativement loin de la fac. Donc en fait, on est beaucoup entre étudiants de Sciences Po et on a tendance à pas forcément être trop mélangés avec d'autres étudiants, comme ça peut être le cas sur Paris ou Reims, où il y a vraiment beaucoup de brassage et on rencontre des nouvelles personnes souvent. Donc c'est pour moi plutôt un avantage, puisque quand on vient d'un petit lycée comme le mien, d'une région qui n'est pas une grande région dans une grande ville, c'est vrai que ça permet de bien s'intégrer. Moi, je pense que le côté campus vraiment à taille humaine, un peu familial, c'est un gros plus que quand vous êtes sur le campus de Paris. C'est une énorme machine. Alors, j'ai conduit différents élèves jusqu'à Sciences Po Paris, et souvent le témoignage qu'on a des élèves qui sont à Sciences Po Paris, c'est quand même parfois des difficultés à s'intégrer quand on vient de la province, parce qu'on se retrouve avec d'autres étudiants dont un certain nombre viennent des grands lycées parisiens, qui peuvent se retrouver, et parfois c'est un petit peu dur de faire son trou, de s'y sentir. Je parle du campus de Paris. Dans des campus de province, on a finalement, alors il y a quand même un gros avantage sur lequel on n'a pas insisté, c'est qu'en termes de débouchés, en termes de carrière, en termes de master, hein, parce qu'après les 3 ans de bachelor, il y a les 2 ou 3 ans de master. 2 ans de master. C'est 2 ans, hein, mais parfois ils se font en 3 ans. Oui, c'est possible parce que souvent les étudiants font des années de césure entre le M1 et le M2 ou alors des stages. Oui, des stages de longue durée. Tout le monde se retrouve finalement au niveau master, quel que soit le campus, tout le monde se retrouve, alors soit à Paris, soit dans un autre campus. C'est à Paris aussi. Forcément le master. Le master, il est forcément à Paris. Sur Paris, oui. Tous. Toutes les écoles se trouvent à Paris ou en master niveau et master. Doctorat aussi. Donc tout le monde se retrouve forcément niveau master et niveau doctorat à Paris, et là il n'y a plus aucune différence géographique. La vie à Dijon, c'est donc une petite ville, hein, mais plus grande que celle où tu habitais jusqu'à présent, malgré tout. Plus petite que celle où moi je réside, on reste un petit peu flou. Moi je peux le dire, j'habitais à Aix-en-Provence, donc une grosse ville universitaire. Dijon, c'est quand même plus petit qu'Aix, ou à peu près la même taille. On est sur un équivalent. On est sur un équivalent, c'est vrai. Bon, après, Aix, ce qu'il faut, c'est qu'il y a Marseille à côté, donc quand on réunit les deux, il se passe beaucoup de choses. La vie est sympa à Dijon. Vraiment, c'est une ville, c'est un peu comme Paris à taille humaine. Donc c'est vrai, quand on vient d'un petit village comme moi dans le Var, ça fait plaisir de se retrouver dans une ville où on peut facilement se déplacer, voir du monde, tout en étant dans quelque chose à taille humaine, où c'est pas trop impressionnant comme les grandes avenues de Paris. Et on a beaucoup d'espaces culturels, on a un musée des Beaux-Arts, la Cité de la Gastronomie, et on a beaucoup de vie étudiante, avec quand même la plus grande fac de la région qui se trouve à Dijon. Donc c'est vrai qu'en centre-ville, il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants, et aussi pas mal de cinéma, et les prix sont beaucoup plus accessibles que sûrement sur Paris. Même au niveau du logement, c'est beaucoup plus facile de trouver un logement et quelque chose d'assez viable, pas un 9 mètres carrés tout petit à Paris. C'est vrai qu'il y a pas, sur le campus de Paris, il y a le problème du logement, qui est un vrai sujet. Et d'ailleurs, quel que soit votre budget, hein, même avec des gros budgets pour se loger, c'est dur. Alors quand on n'a pas de budget, c'est encore plus dur. C'est parfois un gros sacrifice financier. Il faut tenir compte de tous les éléments, c'est très important quand on est sur Parcoursup. C'est ce que je dis toujours à mes élèves, il faut vraiment regarder
tous les aspects. Et cet aspect-là, logement, vie étudiante, c'est extrêmement important. L'emploi du temps, est-ce que par rapport au lycée, il y a plutôt moins de cours, plus de cours? Alors sur le papier, on a moins d'heures de cours, qu'on a quand même des matinées, comme par exemple le jeudi après-midi de libre pour nous laisser le temps de faire du sport, des associations. Et c'est vrai que par contre, ça demande plus de travail à la maison, parce qu'on va avoir des dissertations, des exposés à rendre tout au long du semestre. Donc on sait les dates à l'avance, donc ça c'est pratique pour pouvoir s'organiser. Et c'est vrai qu'après, c'est en temps d'examen, on a des semaines de révision qui nous permettent aussi de pouvoir nous organiser pour nos révisions. Donc ça change assez du lycée, mais on est quand même assez encadré. C'est un bon entre-deux entre la prépa et l'université, je pense. Ouais. Alors je pense que pour une élève comme toi qui était très sérieuse au lycée, il n'y a pas un saut dans l'inconnu parce que tu travaillais déjà beaucoup l'an dernier. Oui, ça reste assez... si on a une méthode de travail et qu'on a l'habitude de travailler, ça se fait naturellement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Léa était habituée en lycée déjà, en terminale, à beaucoup travailler. Donc finalement, elle, ça lui semble être la continuité. Hein. Mais évidemment, si vous êtes un petit peu plus sur les réserves tranquilles en terminale, dans les études supérieures, mais quelles que soient les études, il faut vraiment se mettre au travail et on change, tout change. Au niveau des horaires, donc c'est du 8h-18h, des choses très concrètement. Alors c'est assez particulier. Donc c'est vrai qu'on a les cours de langue Noix-Dijon qui sont le matin. Donc on commence souvent à 8h vu que c'est des cours de niveau débutant. Et ensuite on peut avoir une grande pause jusqu'à midi ou 13h pour ensuite enchaîner avec les cours qui sont les CM et les TD l'après-midi. D'accord. Donc ça dépend vraiment du campus parce que je sais que sur Paris c'est un grand campus donc ils ont souvent cours très tard le soir vu que que les professeurs et enseignants font autre chose la journée. Ah oui, alors sur le campus de Paris, le témoignage que j'ai accueilli une étudiante il y a 15 jours en M1. Elle me disait que vraiment les emplois du temps, c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur. En fait, ils devaient vivre tout le temps sur le campus, en permanence, du matin jusqu'au soir, parce qu'il y a des emplois du temps vraiment compliqués. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Soit je vous réponds directement, soit je demanderai à Léa. Avec Léa, on est souvent en contact sur Instagram, surtout. Oui, c'est ça. Puisque je suis aussi sur Instagram. Je reparlerai après avec les questions de sujets argumentatifs. Bien sûr, on répondra avec grand plaisir à vos questions. Alors, on va passer maintenant à la question, au sujet qui est sans doute le plus important à cette période de l'année, c'est-à-dire le dossier Parcoursup. Donc, comment faire un bon dossier Parcoursup? On va s'appuyer, 1, sur l'expérience de Léa, qui elle a réussi, a été admise, et 2, sur j'ajouterai éventuellement des choses, de mon expérience, moi, de prof de terminale, qui est prof principal, qui accompagne, notamment dans un atelier dédié, les élèves pour réussir les différents concours de Sciences Po. Donc, première chose, quand on est sur Parcoursup, c'est très complexe. Pour trouver Sciences Po Paris, il faut utiliser les bons mots-clés. Hein. Si on utilise juste Sciences Po, mot-clé Sciences Po, il y a des dizaines de formations dont la plupart n'ont absolument rien à voir avec Sciences Po Paris. Donc déjà une petite... quand on dit Sciences Po, ça renvoie aujourd'hui, en tout cas dans l'acception, dans la signification principale, à 2 choses un petit peu distinctes quand même. Donc Sciences Po Paris, avec les 7 campus, donc Dijon... est-ce que j'ai bien révisé? Donc il y a Dijon, il y a Menton, non, Reims, Reims, Poitiers, et puis le Havre. Et voilà. Paris. On a les 6 et puis Paris, ça fait 7. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Sciences Po Paris, avec différents campus, mais un programme commun et tout le monde qui se retrouve niveau master sur le campus de Paris. Et ensuite, on a le réseau Sciences Po avec 7 autres IEP, Instituts d'études politiques, Aix-en-Provence, Lille, Strasbourg, etc., qui eux ont un processus d'admission totalement différent, et j'en parle dans d'autres vidéos, avec notamment les 2 sujets, le corps et l'alimentation à travailler, plus le programme de terminale d'histoire. Moi j'aime beaucoup, je l'ai dit dans une autre vidéo, j'aime beaucoup le processus du réseau Sciences Po avec ce côté très égalitaire, finalement pas sur de l'écrit, et tout se joue sur un écrit anonyme. Moi j'aime beaucoup cette idée, mais pour Sciences Po Paris, c'est quelque chose qui se travaille aussi énormément et qui est, encore une fois, assez ouvert, à condition de bien comprendre ce qu'on attend. Alors, le mot-clé à utiliser dans vos recherches Parcoursup, c'est Institut d'études politiques de Paris. Exactement. Si vous tapez exactement ce mot-clé, Institut d'études politiques de Paris, et je note, voilà, sur la vidéo, je vous écris exactement ce qu'il faut noter, là vous tombez sur tous les cursus proposés par Sciences Po Paris. C'est ça. Campus de Paris, les autres campus, le bachelor, comme tu fais, et puis aussi les licences double cursus, double licence.
On ne va pas en parler forcément aujourd'hui, mais finalement, c'est un petit peu le même type de dossier. Oui. Pour les double licences, on va juste changer un peu les mots-clés, changer un peu l'orientation de ce qu'on va chercher dans le diplôme, mais c'est un petit peu, c'est les mêmes modalités. C'est ça, c'est exactement ça. Et on a par contre, selon les doubles diplômes, des essais qui sont imposés. Par exemple, sur les 5 sujets d'essai, on va avoir seulement le choix entre 2 ou 3. Donc il faut se renseigner en amont. Ça, il faut bien regarder. Parcoursup est le plus complet et le plus à jour. Le site de Sciences Po Paris, on peut peut-être un peu le reprocher, n'a pas été mis à jour, notamment avec l'évolution du bac 2024. J'espère qu'ils vont bientôt le mettre à jour. Donc les dernières infos sont sur Parcoursup. Vraiment éplucher Parcoursup, c'est très très important. Alors, parcours Sciences Po Paris, c'est un parcours sélectif, ce sont des études sélectives. Si on regarde un petit peu le campus de Paris, par exemple, j'ai noté les chiffres. Donc 265 places, taux d'accès 5%. Donc, ça veut dire que parmi tous les élèves qui auront candidaté, qui auront vraiment fait l'admission, qui se seront acquittés des frais de scolarité. Pas de scolarité, mais des frais d'inscription. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites une demande d'admission à Parcoursup, votre dossier est évalué par 2 examinateurs. Il y a un regard croisé, ils vont chacun évaluer, et ensuite on va croiser les 2 notes qui seront mises, 2 notes sur 60, et on prend les meilleurs et ils vont à l'oral. C'est ça. Donc il y a un vrai gros travail, et c'est normal de payer pour avoir cette qualité de service. C'est pas un algorithme qui va vous classer, c'est pas un truc informatique, c'est des vrais humains, et qui vont vraiment regarder ce que vous avez à dire, et ils vous donnent votre chance vraiment d'expliquer pourquoi vous voulez être là. C'est ça. Alors, 5%, ça paraît pas beaucoup. Par contre, quand on raisonne en termes vraiment global, c'est-à-dire sur tous les campus, sur toutes les formations, finalement, on est plutôt aux alentours de entre 12 et 14% de vœux qui sont obtenus. Donc, ça reste très sélectif, mais c'est beaucoup moins que 5%. Il y a 2000 places en tout, quand on prend toutes les formations Sciences Po Paris, qui se valent toutes, je le répète, vraiment, c'est les mêmes masters, et c'est le master qui compte. Pour le marché du travail, il n'y a que ça qui compte en vrai. C'est le master qui compte. Quel master vous avez fait? Point final. Bachelor, c'est un petit peu c'est l'introduction. Voilà. On acquiert les bases, mais c'est au niveau master que tout se joue. Et c'est là aussi qu'il faut essayer d'avoir le master vraiment parfois un peu plus difficile à avoir. C'est là aussi qu'il va falloir faire de bons choix. Mais une fois qu'on est en bachelor, on est sur les rails pour aller dans les bons masters de toute façon. Donc 2000 places en tout, à peu près 14 000 candidats. Donc on a vraiment ces chances. Quand on fait un bon dossier, qu'on va au bout des choses, il y a des chances non négligeables d'être pris à Sciences Po Paris. Donc première chose, la note pour les résultats au baccalauréat. Donc là, on en parlait avant. Cette année, on ne sait pas comment ça va se passer. Pour l'instant, ça n'a pas été tranché. Parce que le problème, du coup, Léa, c'est le fait que les résultats des bacs de spécialité sont en juin maintenant. Vous passez les épreuves en juin, alors que nous, l'année dernière, c'était en mars. Voilà. Donc les résultats remontaient en avril sur Parcoursup, ce qui permettait aux examinateurs de Sciences Po de mettre une note par rapport à nos résultats en spécialité et au bac de français aussi. Donc cette année, ce serait surtout sur le bac de français, visiblement. Bac de français, peut-être du contrôle continu, aussi de contrôle continu. Bon, histoire-géographie, clairement, typiquement, ils vont aller regarder évidemment vos notes en terminale et puis aussi en première. Mais pour l'instant, on ne sait pas bien comment ça va s'organiser entre le premier item. Donc le premier item qui est intitulé donc, résultat du baccalauréat sur 20 points. On ne sait pas, c'est la grande inconnue. On attend les infos. Normalement, le 28 février, il y a un chat sur YouTube avec Sciences Po. Peut-être qu'ils vont enfin annoncer officiellement la solution qu'ils ont retenue, mais pour l'instant, ça n'a pas été mis à jour, que ce soit le Parcoursup ou le site internet. C'est toujours la note du bac, point. Bon, donc on se débrouille avec ça. De toute façon, concrètement, c'est pas vraiment là où ça va se jouer, puisque tous ceux qui seront pris auront de bonnes notes. Ça, on peut déjà, ça c'est une certitude, tous ceux qui seront pris auront de bonnes notes. Donc de toute façon, ça, c'est pas vraiment le problème. Ensuite, une note sur 20 pour la performance académique et la trajectoire du candidat. Est-ce que tu veux le présenter ou tu veux... Vas-y. Alors là, ça va surtout être, par exemple, vos évolutions entre la seconde et la terminale, parce que tous les bulletins sont regardés. Donc voir si vous avez réussi à maintenir une certaine rigueur, voire évoluer même. Et ensuite aussi, c'est là qu'ils vont regarder aussi les appréciations des professeurs qui sont importantes et qui peuvent parfois compenser certaines notes. C'est pas essentiel d'avoir 18 de moyenne dans toutes les matières. Il peut arriver qu'on ait des faiblesses dans certaines matières et justement, ça peut être compensé à ce moment-là. Donc là, ils vont vraiment éplucher les appréciations.
Il y a ce qu'on appelle la fiche à venir. Alors c'est un truc un petit peu technique, mais sachez que vos professeurs principaux, parfois les chefs d'établissement, les petits établissements, vont mettre des avis complémentaires sur vos vœux. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, très bon candidat pour Sciences Po Paris, élève rigoureux, talentueux, j'en sais rien, on peut tout imaginer en fonction du profil. Et typiquement, les examinateurs vont regarder ça. C'est-à-dire, est-ce que les professeurs ont mis quelque chose d'individualisé? Donc là, on va être clair, net, précis. Moi, je suis prof principal de terminale. Un élève qui fait un vœu Sciences Po Paris, il faut des appréciations personnalisées sur ce vœu. C'est obligatoire. Enfin, là, c'est vraiment, si votre professeur principal ne le fait pas, vous partez avec un handicap. Donc, vraiment, expliquez si besoin, parce que parfois, il y a des professeurs principaux qui ne sont pas expérimentés, qui ne connaissent pas forcément le système des grandes écoles. Mais là, sur la fiche à venir, il faut absolument un avis personnalisé. Si jamais ça peut arriver, il y a un souci, pour une raison ou pour une autre avec le prof principal, par exemple, il est absent pour une raison ou une autre, ça peut arriver, on va directement voir le chef d'établissement, parce que le chef d'établissement a la main pour remplir. Ou on va voir, pourquoi pas, les élus du CVL, pour dire, voilà, j'ai besoin de ma fiche à venir, mais je suis bloqué, j'ai une difficulté, est-ce que vous pouvez m'aider? Et les élus du CVL, Conseil de la vie lycéenne, peuvent aller voir les bonnes personnes pour remplir. Pas forcément mettre une bonne appréciation imméritée, mais au moins qu'il y ait une appréciation... c'est important, très très important, faites-le. Il ne faut pas se contenter du copier-coller des appréciations des 3 bulletins, parce que sur des vœux sélectifs comme ça, le jury va aller voir ce que le prof a mis, ce que les professeurs d'ailleurs. Ce n'est pas forcément le professeur principal qui remplit la fiche à venir, ça peut être un prof de spécialité, ça peut être un prof avec lequel vous avez fait un projet, tout est possible. Dans la trajectoire du candidat, la performance académique, on regarde aussi l'implication. La rubrique, c'est regardé dans les écrits, mais c'est aussi regardé à ce niveau-là. Il me semble que dans Parcoursup, il y a un petit onglet centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Voilà, donc là, on va le regarder. Donc, je te laisse, vas-y, dire ce que tu avais, toi, dans cette rubrique. Donc là, c'est mettre aussi tous vos engagements au sein de votre établissement scolaire, mais aussi ce que vous avez pu faire à l'extérieur. Si vous faites un sport en association, en conservatoire, de la musique, de l'art, et vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en avant, qui fait aussi partie de votre personnalité et qui montre qu'en plus d'être bon élève, vous pouvez aussi avoir une vie sportive, artistique et extrascolaire importante. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement important. On le dit, on l'explique dès la seconde, parfois même avant, on le répète, mais en fait, être bon élève, avoir de bonnes notes, c'est bien. Mais avoir de bonnes notes, être un bon élève et en plus être impliqué, engagé, là, on est sur des profils beaucoup plus rares. Il y en a beaucoup moins. Des gens qui travaillent bien à l'école et qui en plus s'investissent dans l'établissement ou hors de l'établissement. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez être élu au CVL, mais vous pouvez très bien être arbitre de rugby, qu'a vécu d'un élève l'an dernier. Ça c'est génial, un élève qui s'implique dans l'arbitrage, qui prend des responsabilités, très très bien vu. Ça peut être dans le sport, dans la vie associative, dans l'humanitaire. Évidemment, vous marquez des points. Politique, ça peut être à double tranchant. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, l'implication déjà politique dès le lycée? Parce qu'on a des lycéens politisés, parfois. Donc à Sciences Po, c'est vrai que ça peut être relativement bien vu, parce qu'il y a des associations politiques qui perdurent après sur le campus. C'est vrai que par contre, à l'oral ou même dans cet écrit, il faut être capable de le défendre. Pourquoi ce parti-là, cette orientation? Mais c'est toujours valorisé. Il faut savoir l'amener, on va dire. À mon avis, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si on passe pour quelqu'un d'un petit peu partisan, un petit peu fermé, doctrinaire, dogmatique, vous voyez, un peu, j'ai mes idées politiques, je suis arrêté, je pense que ça ne va pas jouer en notre faveur. Par contre, si on est dans une logique citoyenne, je m'engage, je suis un citoyen engagé, je suis dans tel parti pour telle raison qui me tient à cœur, là, super. Mais, comme tu l'as dit, il faut le défendre. C'est ça, Il faut le défendre. Tout ce qui va être Erasmus, tout ce qui va être concours d'éloquence, jury, concours de la prof de français, prix lycéen du meilleur roman, tout ce qui va être web radio, journaux scolaires, bref, tous les ateliers, c'est des plus. Alors, vous avez compris, donc le profil qui est recherché, c'est bon élève investi, c'est nécessaire, après plus ou moins évidemment, mais ça n'est pas suffisant. Je faisais un petit calcul ce matin en préparant cette interview, sachez qu'il y a un peu plus de 300 000 élèves de bac général en France,
qui vont avoir le bac cette année. Donc ça fait à peu près, ça fait environ 10 000, 11 000 classes de terminale générale dans notre pays. Sans compter qu'il y a une partie des élèves qui viennent de l'international. Hein. C'est vrai, je les ai même une pas grande comptés. partie, oui. Donc imaginons que vous êtes le premier de votre classe et vous êtes élu du CVL. Bon, bah, peut-être qu'en France, il y a 8 000 personnes qui sont déjà dans cette situation. Exact. Vous comprenez? Donc, souvent j'entends des élèves, des parents qui disent « Oui, mon enfant, il avait 19 de moyenne, il était premier, il avait fait ceci, cela, ils l'ont même pas pris. » Mais oui, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants, et tant mieux, hein, on est dans un pays où on sait aussi faire des élèves qui ont envie, qui travaillent bien, et c'est super. Mais il y a quand même des milliers d'enfants qui sont dans cette situation-là. Donc, il va falloir se démarquer, et c'est le rôle des écrits. Exactement. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas le premier de la classe, que vous n'avez pas un super engagement, que vous n'avez pas vos chances. Non. Sur les écrits, vous pouvez vous démarquer. On va vous donner la chance à l'oral, et là, l'oral, tout est ouvert. Hein. J'ai connu des élèves sur lesquels j'aurais misé les yeux fermés, qui n'ont pas réussi l'oral. Puis à l'inverse, j'ai connu des élèves sur lesquels j'avais des petits doutes sur l'oral, et puis en fait, l'oral s'est très bien passé, et c'est passé. Il faut avouer que l'oral, il y a une petite part de chance quand même, notamment sur le document. C'est pour ça que j'ai dit dans une autre vidéo que le concours de Sciences Po Paris, il y a vraiment une part de chance. Bon, mais pour l'écrit, non. C'est vraiment pas de la chance. Pour l'écrit, on est sur des choses assez transparentes. Puis finalement, l'oral, c'est que 20 points sur 80. Oui, c'est vrai, oui. Hein, donc même s'il y a une part de chance à l'oral, un bon écrit peut vous faire passer. Alors, l'écrit, c'est deux écrits qui sont attendus. Hein. Donc d'abord l'écrit de motivation. Alors on a une élève qui a réussi cette épreuve l'an dernier, donc c'est vachement intéressant de savoir comment toi tu avais abordé cet écrit de motivation. Alors déjà il faut savoir que l'écrit de motivation il est divisé en 3 écrits distincts. Donc le premier c'est pourquoi on est attiré par les sciences sociales et humaines. Donc là il faut essayer d'expliquer pourquoi les cours à Sciences Po, les majeurs proposés à Sciences Po nous intéressent. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, des stages, des expériences qui nous permettent d'avoir développé une appétence pour ces sujets-là. Est-ce que c'est en lien avec notre projet professionnel? Est-ce qu'un master nous intéresse? Des cours à Sciences Po nous intéressent pour approfondir tout cela? Donc vraiment montrer qu'on a aussi une vraie connaissance de l'école, c'est très important dans les écrits de motivation. Très important. Alors quand tu dis les majeurs, c'est pas forcément compréhensible pour les élèves de lycée, ce sont les cours en fait du collège universitaire, la plaquette de Sciences Po, il faut aller voir, il faut cliquer, il faut voir le détail, il faut voir la bibliographie, il faut être incollable. Comme si vous alliez passer le bac Sciences Po Paris, incollable sur les plaquettes, les enseignements, les profs, même les profs, être capable de citer, tiens, il y a tel livre, etc., écrit par tel... Voilà, vraiment montrer que vous avez étudié ça à fond. Et puis montrer que du coup, ça coïncide avec votre parcours. Exactement. Comment toi, tu avais présenté ça? Alors, c'est vrai que j'essayais de partir donc, au début d'une citation. C'est vrai que c'est ce que je vous conseille de faire, parce que ça permet d'ouvrir de façon un peu plus originale qu'avec un madame, monsieur assez traditionnel. Et là, vraiment, le but, c'est de se démarquer un maximum des autres. Très bon conseil. Hein, c'est le genre de conseil qu'on donne dans les prépas super chers, privés. Voilà. On commence par une citation, on commence par une accroche, en fait. Comme les accroches de disserte. On accroche, puis ensuite on se lance. Tu te souviens de la citation ou tu te souviens plus? Alors moi, j'en avais mis une sur les 3 écrits différents de motivation. Donc essayer d'en trouver une selon aussi les campus qu'on veut, qui peut coller à la mineure géographique. Et ensuite, pas hésiter à aller ouvrir des livres de géopolitique, ou alors si on a un philosophe qu'on apprécie, même... quelqu'un d'artistique ou de sportif, c'est vrai que ça peut être très valorisé et ça permet ensuite de lancer sur votre personnalité aussi d'une certaine manière. Et ensuite, toujours construire ses écrits en partant de soi, de son expérience. J'aime telle matière, j'ai fait tel engagement et montrer que Sciences Po, c'est la voie logique à tout ça, qu'avec une association, un sport, un cours, vous pouvez continuer justement ce qui vous plaît, ce qui vous passionne et toujours montrer que c'est une marche assez logique, partir de soi pour arriver au nous avec Sciences Po. Montrer que c'est Sciences Po qui, voilà, vous êtes le bon candidat, vous êtes déjà dans l'esprit quelque part, vous êtes dans les attendus, il faut faire passer ça. Donc au début, on est sur les majeurs, donc sur les enseignements vraiment communs, il faut bien les bosser, bien expliquer ce qui vous intéresse là-dedans. Éviter, alors moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais moi, j'éviterais de mettre en avant le côté généraliste de Sciences Po. Le côté cursus généraliste, c'est tarte à la crème comme tout. Tous les élèves pas inspirés, parfois pas conseillés,
disent ça. Oui, Sciences Po, c'est des études en bachelor généraliste, mais qui conduisent à des carrières bien précises. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que tu sais déjà vers quelle carrière tu veux te diriger, toi? Alors moi, j'aimerais bien me diriger dans une carrière dans l'enseignement. Donc, soit dans les politiques éducatives pour travailler dans les ministères, soit dans le professorat, donc faire l'école de affaires publiques avec une mention qu'ils ont ouverte cette année en master enseignement et politique éducative qui me permettrait ensuite de faire d'un côté un peu de recherche et aussi toutes les politiques éducatives. Et après, peut-être poursuivre en prépa à Greg, à Sciences Po en histoire pour devenir professeur. D'accord, carrément. Ah bah c'est bien. Un cursus qui me rappelle quelque chose. Donc, concrètement, Sciences Po, c'est plein de trucs, les débouchés, on les a pas forcément évoqués, mais vous pouvez aussi bien être diplomate, travailler dans les ambassades, qu'être homme d'affaires ou femme d'affaires, travailler dans les grandes entreprises multinationales avec des masters qui vous permettent d'aller travailler chez Google, n'importe où. De toute façon, les masters de Sciences Po, ils sont du niveau des masters HEC en école de commerce. C'est le même niveau, c'est les mêmes, voilà, vous avez le droit aux mêmes carrières, même début de carrière, c'est-à-dire fulgurant. Avec ça, il y a la diplomatie, il y a la politique, évidemment, et puis il y a les domaines un petit peu plus académiques qui sont l'enseignement et la recherche. Et notamment Sciences Po Paris forme énormément d'agrégés en SES, en histoire, en géographie, donc pour avoir des profs de lycée en fait, ou des profs de classe prépa, ou aussi des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Donc voilà, il y a aussi ce vivier-là. Alors peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas encore de beaucoup d'étudiants qui sont attirés par ces carrières-là. Oui, ça reste dominant, avec le journalisme aussi qui a pris une place importante. Ah oui, tu as raison, le journalisme, d'accord. Donc effectivement, on a des carrières d'enseignants, après des enseignants avec, tu l'as dit, des cursus un petit peu particuliers, et puis ils vont aller sur des postes un petit peu particuliers aussi. Mais effectivement, c'est un débouché. Et peut-être aussi donc être cadre de l'administration. Oui, c'est possible. Dans la fonction publique, mais version éducation nationale. Oui, c'est ça. Ça ouvre aussi à tous les concours cadre A dans la fonction publique, au concours de anciennement l'ENA aussi. Et après, même des écoles à l'international qui font des doubles masters en fait avec Sciences Po. Donc une ouverture internationale qui reste possible aussi en master. D'accord, super. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de pistes, beaucoup d'ouvertures, et tout ça, il faut y penser, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, et je remercie Justine si elle nous regarde, l'un des meilleurs conseils qu'on nous ait donné, qu'on ait donné à mes étudiants, c'est quand on réfléchit à ça, à ce projet de motivation, c'est où j'étais il y a 5 ans, où je suis aujourd'hui, où je serai dans 5 ans et dans 10 ans. Il faut savoir se projeter à plus 5, plus 10. Est-ce que toi, tu avais déjà un petit peu conscience de ça dans ton écrit? Oui, c'est ce que j'avais mis en avant aussi en disant quel master m'intéressait pour ensuite passer tel concours, pour ensuite faire tel métier. C'est important. Aujourd'hui, je suis là, mais dans 5 ans, je suis là et dans 10 ans, je suis là. Ça doit transparaître de vos écrits et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche pour l'écrit motivation et pour l'oral. C'est-à-dire qu'on veut une trajectoire. Vous êtes là, vous êtes arrivé là avec vos expériences, depuis le lycée, pourquoi pas le collège, et vous savez que vous allez dans cette direction. On veut sentir ça. Et là, il faut assumer des choix. Exactement. Il faut assumer. On n'est pas dans le généraliste, je verrai bien. Non. Il faut déjà savoir. Et le projet, ça peut dire, je veux être prof de lycée, je veux être chercheur, je veux être cadre de l'éducation nationale, je veux être ambassadeur. Mais vous pouvez aller vers du très ambitieux, puisque Sciences Po vous le permet. Exact. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, deuxième partie, donc les campus, c'est ça. Donc ce que tu appelles la mineure, du coup. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, dans le deuxième écrit de motivation, il faut défendre ces 2 choix de campus. Parce que quand on fait un vœu Sciences Po Paris en bachelor, on a 2 campus à mettre en avant. Très important. Et à savoir que dans les écrits, il ne faut surtout pas mettre en avant un campus plus qu'un autre. C'est seulement à l'oral qu'on peut se permettre d'aiguiller nos examinateurs sur le campus qu'on veut réellement. Oui, parce que techniquement, administrativement, en fait, tu mets la même lettre pour les 2 campus. Exactement, oui. C'est la même lettre qui va être lue pour le premier, souvent Paris, et le deuxième, le campus de province. Exactement. Toi, tu avais demandé lesquels, du coup? Alors moi, j'avais demandé Paris, donc qui n'a pas de mineure géographique, et Dijon. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de mettre en avant une mineure géographique, donc un campus en région, parce qu'on peut défendre des choix d'orientation géographique, des choix de langue aussi. Et des choix aussi pour notre 3e année à l'étranger qu'on peut mettre en avant à ce moment-là. Bien sûr. Par exemple, je veux partir aux États-Unis, donc Reims avec la mineure Amérique du Nord, ça va de soi. Et c'est là aussi qu'on peut défendre pour Paris, mettre en avant aussi le rôle de la ville
Donc tous les enjeux culturels qu'on peut avoir à Paris, l'ouverture au musée, c'est vrai que ça peut être bien d'être mis en avant pour défendre aussi le campus de Paris qui n'a pas de mineur géographique à proprement parler. Et après, c'est vrai qu'il faut donc juger à égal les deux choix de campus, puisque au final, on n'a pas la main sur le choix du campus, on sera attitré. Ah oui, c'est vrai, tu ne choisis pas. Non, on est affecté à un campus. À l'un des deux. Voilà. Effectivement, c'est important à savoir quand vous formulez vos vœux. Donc ça, c'est le deuxième point. On va peut-être présenter du coup les 7 campus. Donc tu l'as dit, Paris, campus de Paris, c'est le premier historiquement, c'est le plus gros. Il est plus généraliste, il n'y a pas de mineurs comme Léa l'a dit. Dijon, on en a déjà beaucoup parlé, donc c'est plutôt orienté Europe. Europe, et puis notamment Europe de l'Est aussi. C'est ça, beaucoup l'Europe de l'Est. Beaucoup l'Europe de l'Est, ce qui est un vrai sujet. La Russie, du coup, beaucoup de cours sur la Russie et la possibilité d'apprendre la langue russe aussi. Possibilité d'apprendre le russe. Donc, vu l'actualité, quel que soit l'avis qu'on porte sur ce pays, c'est un pays aujourd'hui dans la géopolitique qui est central. Exact. Et on rappelle que Léa est passionnée de géopolitique, puisqu'elle a un compte de géopolitique, donc on comprend aussi l'intérêt pour cette mineure-là. Ensuite, on a parlé plusieurs fois de Reims, qui est un énorme campus, le plus gros campus de province, je pense. Amérique du Nord. Et puis Afrique. Ils en ont 2 séparés. Ils ont deux bachelors du coup séparés. Il y a 2 bachelors à Reims. Ensuite Nancy. C'est le couple franco-allemand, donc tout ce qui va être Europe, Union européenne, mais vraiment axé sur l'Allemagne, avec des cours qui sont aussi totalement en allemand. Donc si vous faites allemand au lycée, ça peut être une bonne alternative. Voilà, Nancy, il y a une grosse coloration sur l'amitié franco-allemande et les relations franco-allemandes, clairement. Poitiers. Poitiers, donc c'est tout ce qui va être monde hispanique et Amérique latine. Donc si vous aimez tout ce qui est espagnol, la culture latino-américaine, ça peut être vraiment très bien. Effectivement. Menton. Donc c'est le Moyen-Orient, donc tout ce qui va être Méditerranée et Moyen-Orient. Méditerranée, Moyen-Orient, évidemment sur le plan géopolitique, passionnant. Tu l'avais pas demandé le campus de Menton, toi? Non, j'avais demandé Dijon et Paris. Bon, intéressant, parce que nous habitons plus proche de Menton que de Dijon et de Paris. Mais bon, donc s'il y avait vraiment cette dimension, peut-être l'attrait de la Russie, concrètement. Oui, c'était vraiment pour ça. C'était ça. À l'origine, je voulais faire ma 3e année en Russie, ce qui est devenu impossible au jour d'aujourd'hui en vue de la circonstance. Et du coup, ça m'a permis d'avoir plein de cours axés sur la Russie et de développer aussi mon intérêt pour cette région. D'accord. Donc toi, ton écrit, tu l'avais défendu comme ça, avec l'intérêt pour la Russie, la volonté d'aller en 3e année en Russie, c'est ça? C'est ça, oui. Et d'apprendre le russe, qui se continue aussi en master au niveau des langues. Bon, ce qui veut dire que quand ils t'ont affecté à Dijon, ils ne se sont pas trompés, ils se sont dit, bon, c'est ce que manifestement va cette élève, elle est intéressée par ça, donc il y a vraiment une cohérence très forte. Très forte. Tu avais parlé un petit peu du coup de la guerre russo-ukrainienne dans ton... Oui, je l'avais mis en avant parce que c'est vrai que c'est à partir aussi de ce moment-là que je me suis vraiment intéressée en géopolitique sur la Russie. J'ai aimé la géopolitique en général, mais la Russie c'est vraiment venu à ce moment-là. Je cherchais à savoir pourquoi, connaître l'histoire du pays. C'est vrai que c'est un pays qui a toujours une place importante dans la géopolitique mondiale et qui est très intéressant à étudier. D'accord, donc c'est comme ça que tu l'avais présenté. Oui. Bon. Et puis 3e partie, donc les centres d'intérêt personnel, les engagements, les projets que vous allez porter. Très technique cette partie. Alors je te laisse présenter, puis moi je donne mon avis ensuite. Donc c'est là qu'il va falloir mettre en avant vos engagements personnels. Donc qui êtes-vous si vous faites du sport, de la musique ou de l'art? Et c'est là qu'il faut aller regarder toutes les associations qui sont proposées donc par campus sur le site de Sciences Po. Vous pouvez retrouver la liste et mettre en avant le fait que vous faites tel sport, vous pouvez le continuer à Sciences Po dans telle association. Et aussi pour les engagements, par exemple, si vous êtes intéressé par l'éducation, vous pouvez donner des cours dans les associations de Sciences Po pour les étudiants qui ont des difficultés et qui viennent de milieux défavorisés. Très bien, effectivement. Donc la 3e partie, c'est le côté campus, vie étudiante, mais investissement, engagement, réseau aussi. Puisque c'est dans les associations que vous allez faire votre réseau, rencontrer des élus politiques, des gens du monde associatif, du monde institutionnel. C'est très important. Donc sur le site de Sciences Po Paris, il y a la liste de toutes les assos officielles, Sciences Po Paris. Pour Dijon, c'est pareil. Pour chaque campus, c'est pareil. Il faut vraiment aller les voir. Allez voir leur compte Insta, allez voir leur site. Enfin bref, il y a un vrai travail. Il ne faut pas juste citer, boum, comme ça. Ah tiens, il y a un club de marionnettes. Bon, je fais une petite blague. Mais pourquoi pas. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le bon club dans lequel s'investir, à moins qu'on vise une carrière artistique. Pourquoi pas. Mais il faut avoir de la matière derrière. Il ne faut pas juste dire « Ah génial, l'humanitaire, j'ai toujours adoré l'humanitaire ».
Non, il faut Non, faut vraiment, le prouver, oui. il faut le montrer, il faut le justifier. Ça doit être aussi cohérent avec votre parcours. Si vous allez dans un secteur qui a priori, auquel vous n'avez jamais touché, il faut le justifier. Oui. Il faut expliquer pourquoi vous allez vous investir dans ça. Donc ça, c'est très technique. Il faut vraiment regarder la liste des assos, se projeter dans la vie de campus, aller voir concrètement des informations sur comment s'organise le campus, géographiquement, qu'est-ce qu'il y a autour. Oui, aussi, oui. Je suis sur le campus de Dijon, tiens, il y a la Croix-Rouge à 2 rues. Je dis, j'en sais rien. Ce qui est le cas en plus. Voilà. Bon. Il faut réfléchir dans ces termes-là très concrets. Bossez votre dossier. Surtout, le dossier, c'est pas tiens, je me lance. Non, il faut avoir de la matière, il faut avoir d'abord cherché et ensuite écrire. Oui, c'est ça. Avec toujours cette ligne directrice, je vais faire ça parce que derrière j'ai ça dans 5 ans, dans 10 ans. Oui. Dans 10 ans, je me vois au ministère de l'Éducation. Donc effectivement, je vais me confronter, je donne des cours particuliers. Donc ceci, on ne donne pas des exemples trop concrets parce qu'on n'a pas envie que pour pas orienter. Voilà, parce que ça doit être justement diversifié. Mais il faut vraiment créer un profil, se faire un profil. Ensuite, l'essai. Oui. Puisqu'il y a 2 parties sur les écrits. Est-ce que tu te souviens de ton sujet d'essai l'an dernier ? Alors moi, j'avais eu un sujet où il fallait présenter en cours, donc ça s'est bien tombé vu mon projet professionnel, une personne qui était née ou décédée en 1923, donc ça fêtait le centenaire de sa mort ou de sa naissance. Et j'avais choisi Jean Babilé, donc qui était un danseur étoile. Comme je pratiquais la danse, j'ai relié ça aussi à ma passion. Donc c'est vrai qu'il faut aller dans l'essai, vraiment jouer sur la forme. Si on vous demande de faire un discours, vous écrivez un discours. Même s'il y a des mots qui sont oralisés, c'est vraiment pas grave du tout pour le coup. Ça doit surtout pas être une dissertation traditionnelle, vraiment pas. Non. Et aussi aller chercher quelque chose d'original. Si vous devez faire sur une personnalité, ne pas aller prendre la première que vous avez trouvée sur Google ou la personne à qui vous allez peut-être tout de suite penser, parce qu'il faut savoir que beaucoup peuvent penser aussi comme vous. Je pense aussi aux citations. Évitez citations sur la paix sur Google, et puis vous tombez sur Figaro citation. C'est nul, ça n'a aucun intérêt. Déjà, leurs citations, on ne sait pas comment ils les trouvent, mais on passe à côté des grands auteurs pour aller chercher telle personne inconnue. Parfois, il y a des grosses surprises. Non, vous allez au CDI, dictionnaire de citations, ou bien vous lisez, vous ouvrez un bouquin, Tolstoï, Guerre et paix, boum, vous épluchez. Tiens, il y a cette phrase, c'est pas mal, ça sonne bien. Vous tapez citation Victor Hugo, alors là, il y en a des milliers en stock, parce que chaque phrase de Victor Hugo est une citation, ou presque. Bref. Aller chercher vraiment des personnalités, des gens qui disent quelque chose, des formules un petit peu choc. La citation, ça peut se retourner contre vous. Oui. Et le choix de l'exemple aussi, parce que quand vous avez tapé « personne née en 1923 », le premier résultat Google, il va y en avoir beaucoup dans les lettres. Faut se démarquer. Oui. Alors là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu allais choisir un danseur. Oui. Tu faisais de la danse. Vous comprenez ? On est totalement dans l'idée, dans le cas individualisé, et c'est tout ce que les examinateurs aiment. Donc choisissez bien, il y a 5 possibilités, on va les passer en revue cette année, choisissez bien en fonction de votre parcours, de qui vous êtes, de ce qui vous inspire, de vos expériences. Bon, tu veux rajouter quelque chose sur ton texte ? Vraiment, le meilleur conseil pour moi, c'est d'être vous-même et d'aller à fond dans la forme. Enfin, vraiment, ne pas hésiter à faire quelque chose qui n'est pas du tout scolaire ou très encadré, vraiment pas. C'est ce qu'ils demandent, ce qu'ils vont rechercher à ce moment-là. C'est ça, c'est presque un exercice littéraire, un exercice de style. C'est ça. Faut se lâcher, il ne faut pas être dans le truc académique, il ne faut pas être trop sérieux, faut se démarquer, il faut jouer son originalité. Alors, cette année, je les ai prises parce que c'est un petit peu long, on les connaît à peu près de tête, mais on va être précis. Donc, premier sujet, moi celui-là je l'adore, mais c'est pas parce que je l'adore qu'il faut le prendre parce qu'il vous parle. La direction de votre lycée examine l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, dans un cadre pédagogique. Vous êtes représentant des élèves et devez présenter leur position sur ce sujet, rédiger votre prise de parole. Voilà, donc prise de parole, discours, sujet brûlant de chez brûlant, l'IA. Mais en même temps, l'IA en classe, et c'est le parent pauvre de ce qu'on peut trouver sur Internet, dans les journaux, etc. Alors, je vous donne un petit truc, mon compte Instagram, j'ai un compte Insta, Prof Géopol, je vous mets la référence dans la description, et puis là. Il se trouve par hasard qu'en plus de ma chaîne YouTube, je conduis plein de projets scolaires et j'ai un projet scolaire sur l'IA avec le collège de Berkeley, Californie.
Berkeley, Californie, Silicon Valley. C'est le collège où ils scolarisent les enfants de Google, d'OpenAI, etc., de toutes les sociétés qui bossent sur l'intelligence artificielle. Donc eux, ils sont au cœur de ça. Et avec eux, on a créé un concours scolaire de génération d'images par IA. Donc, vous pouvez aller voir, ça peut être une inspiration. Sur mon compte Insta, il y a plein de choses. Sur YouTube, j'en parle pas pour pas faire le mélange des genres, mais sur mon compte Insta, qui est mon compte de prof, celui que je donne à mes élèves notamment, mais il est ouvert à tout le monde, vous verrez un peu plein d'exemples qui pourront peut-être vous inspirer. Toi, t'en penses quoi de celui-là ? Ça peut être très bien, surtout si vous avez aussi l'aspect AGGSP, où il y a plusieurs ressources qui peuvent vous être utiles. Si vous vous intéressez aux enjeux du numérique, ça peut être très intéressant. Et aussi peut-être pour ceux qui ont un profil plus scientifique que les autres, ça peut être un bon sujet pour démontrer tout ça. Clairement. AGGSP, le cyberespace, axe 3 du thème sur l'information, les enjeux de l'information. Moi, j'adore cette partie du programme. Vraiment, je trouve qu'elle est passionnante. En plus, on voit l'espionnage, les services secrets, les hackers dans le cyberespace, tout ça, super. Mais peut-être que vous ne l'aurez pas encore fait, parce que parfois, c'est un thème que les profs font en fin d'année. Moi, je suis en train de le faire, de le terminer. Notamment parce que j'avais vu qu'il y avait ce sujet-là, donc je l'ai avancé. Après, les collègues, leur progression, vous ne l'aurez peut-être pas encore vu. Ça ne vous empêche pas d'aller voir le manuel d'AGGSP pour voir ce qu'on dit sur le cyberespace et sur les IA dedans. Ensuite, lorsque vous réfléchissez aux enjeux climatiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir et pourquoi ? Plus personnel, ultra classique, ça c'est tous les ans, le changement climatique, les enjeux climatiques. Mais peut-être, le regard de Sciences Po, c'est quoi sur ces sujets-là, toi qui y es ? Donc c'est un sujet très important, puisqu'en première année, vous aurez cours de culture écologique, qui est devenu un cours obligatoire à Sciences Po. Donc c'est vrai qu'ils accordent une importance crescendo en plus à l'environnement. Ouais, bien sûr. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant si vous vous engagez dans l'écologie au sein des associations. Donc si c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est le moment de le défendre. Ne pas être trop général. Les enjeux climatiques d'aujourd'hui, donc coller à l'actualité, coller à ce qui se fait, ce qui se prépare. Allez voir un petit peu ce qu'on dit du côté de Monaco. Monaco, c'est vraiment un État qui s'est spécialisé sur les enjeux climatiques, il publie plein de choses, il finance aussi beaucoup de choses évidemment. Soyez précis, soyez pas trop généraux. Puis là, on a un thème d'AGGSP, la géopolitique de l'environnement. Moi, je ne l'ai pas encore fait, celui-là, c'est mon prochain. Ça va vraiment dépendre de la progression, mais dans les manuels, vous aurez plein de choses. Ensuite, un de vos camarades défend la liberté d'un artiste de tout exprimer. Tout exprimer, c'est important, tout exprimer à travers son art. Vous engagez la discussion avec lui sous la forme d'un dialogue en illustrant vos propos avec des exemples concrets. Veillez à indiquer le nom des interlocuteurs en lettres capitales au début de chaque réplique, un peu sous la forme du théâtre, tout simplement. Beau sujet. Oui, beau magnifique, sujet. Charlie Hebdo, on y a voit de quoi bien. faire, Après, sur les exemples, n'allez pas tous vers Charlie. Centrez pas tous sur Charlie Hebdo, tous, parce que c'est tellement évident. Ça va être le général, Et puis, il y a tellement d'autres choses. Mais sur la liberté des artistes, il y a énormément de choses. Je pourrais presque faire une émission de 2 heures sur ça, parce que c'est tellement un sujet passionnant. Il y a un sujet qui est vachement intéressant, c'est la question de la nudité dans l'espace public, et la question de l'espace public dans l'art aussi, globalement. Parce qu'en général, c'est là que ça coince, c'est quand on veut exposer dans le métro, dans des lieux de forte fréquentation, des œuvres qui peuvent choquer. Et à chaque fois, il y a des grosses polémiques dans l'actualité. Allez explorer un petit peu tout ça, allez voir des exemples d'art contemporain, d'artistes peut-être moins connus. Allez voir dans toute il y a un gros dossier sur ça, c'est tout ce qui est théorie queer. Donc le queer, la transidentité, etc. Puisque là, il y a vraiment une démarche qui est justement de bousculer, de faire en sorte que ça coince, que les gens se posent des questions. Moi, je pense qu'il y a plein de domaines. C'est peut-être celui que je choisirais, même si j'adore le premier sur l'IA. Oui, puisqu'il est peut-être plus personnel et plus possibilité de faire quelque chose de très original aussi. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, dans les élèves que je suis, il y en a par contre beaucoup déjà qui ont choisi celui-là. Donc, je ne sais pas, il y a ça à prendre en compte aussi. Parfois, prendre un sujet peut-être moins traité faut que le sujet vous parle. Exact. Voilà. Allez vers le sujet qui vous parle. 4e. Vraiment d'actualité, vous avez été tiré au sort pour prononcer un discours lors de la cérémonie d'ouverture des JO, Jeux Olympiques et Paralympiques, très important, de Paris 2024. Rédigez le discours.
Pour toi, ça peut-être? Parce que tu as fait de la danse. Oui, c'est ça. Bon, pas pour moi. Hein. Moi, j'ai fait du judo 1 an, j'ai arrêté. Pour les sportifs, c'est vrai que truc. celui-là, il peut vraiment être sympa à traiter. Ah oui, oui. Si vous avez un engagement aussi pour tout ce qui est l'ouverture du sport à beaucoup d'enfants, ça peut être vraiment bien à traiter. Pour ceux qui ont un engagement associatif dans le sport, c'est génial. Alors là, oui. Pensez aux JO historiques. Oui. Et quand je dis historique, remontez aussi vers l'Antiquité, la citoyenneté, les jeux panhelléniques et tout ça, pour mettre un petit peu de matière, de corps. Pensez à une chose, sachez que les JO de Paris sont couplés avec ceux de Los Angeles. Oui. Paris 2024, Los Angeles 2028. Allez voir un petit peu l'ambassade des États-Unis, tout ça. Il y a plein de ressources auxquelles vous ne pensez pas. Enfin bon, on ne vous donne pas trop de pistes, ça doit être personnel. Mais soyez curieux, allez voir les sites un peu institutionnels qui sortent beaucoup d'informations. Oui, il y a de quoi faire au niveau de l'actualité, c'est vrai qu'on est en plein dedans là. N'oubliez pas avec les JO d'être critique, parce que les JO sont critiqués. Coût environnemental, coût social, côté un petit peu élitiste, très cher, côté qui dénature un petit peu le sport aussi. Parce que j'ai vu passer des trucs qui étaient vraiment très positifs, dans l'esprit génial, on est tous derrière les JO. Non, on n'est pas en train de faire une pub pour les Jeux Olympiques, surtout pas. Non, justement. Vous gardez votre esprit critique là-dessus, parce que l'esprit des JO, c'est un peu une utopie. C'est surtout un gros business, les Jeux Olympiques, et on attend de quelqu'un qui rentre à Sciences Po qu'il ait bien conscience de ça. On ne veut pas former des gens naïfs. On veut former des cadres de l'État, par exemple, qui vont discuter des marchés publics, qui vont prendre des décisions. On ne veut pas des gens qui vont se faire manipuler, on veut des gens qui ont leur avis et qui défendent des lignes. N'oubliez pas tout ça. Donc pas dans le pas trop positif, gardez l'esprit critique. Dernier, une fondation organise un concours dont le prix vous permet de choisir un espace naturel à sauver ou à préserver. Présentez un projet détaillé en indiquant le lieu choisi ainsi que les actions à mettre en œuvre et leur coût. Oui, donc là on est aussi sur tout ce qui est aspect patrimoine, culturel. Donc il peut être bien de mettre en avant peut-être un site qui est proche de chez vous, qui sera assez personnel et pas quelque chose de trop national qui serait peut-être assez évident pour la plupart des candidats. Et vraiment, de faire par rapport à vous, à la proximité que vous avez avec ces espaces-là. S'il y a par exemple un site près de chez vous, ça peut être intéressant de le défendre. Oui, effectivement. On est toujours sur la thématique du développement durable, de l'environnement. Il y en a 2 sur 5, mais quasiment à chaque fois. C'est le gros sujet vraiment dans l'air du temps. Puis on attend de toute façon, quel que soit le secteur, la carrière que vous ferez, le développement durable, diplomatie. Les diplomates, ils passent leur temps à discuter des engagements des États et à essayer de les minimiser aussi parfois, d'en donner le moins possible. Sciences politiques, complètement. Économie, c'est devenu fondamental, évidemment. Moi, je pense que si vous choisissez un espace naturel, il faudra l'avoir visité. Et il faut l'incarner. Il faut être dans un truc où on sent, ça sent un petit peu la terre, ça sent un petit peu... Même philosophe, partir dans une thèse où vraiment, comme si vous montriez le lieu, que l'examinateur puisse le ressentir aussi. Qu'il puisse se le représenter. Je pense. Il faut que ce soit très incarné. Très incarné. Voilà pour les différents essais. Alors au niveau des consignes, sur le site de Sciences Po, ils vous donnent des consignes très claires. Soyez pas trop long. L'essai de mémoire, c'est une page environ. Oui, 3 à 4 000 caractères. 3 à 4 000 caractères, ça fait à peu près une page police 12. Ça peut dépasser un petit peu, ça peut tenir en une page. Toi, tu te souviens si tu te dépassais sur la deuxième ? Au début, ça m'est arrivé de dépasser, donc on veut toujours vérifier le nombre de caractères, c'est assez important. Ah, tu avais dépassé les 3000 caractères. Et après, essayer de réduire, de tourner les phrases autrement pour garder quand même la nature du texte, mais aller à l'essentiel aussi. Voilà. Bon, après, vous pouvez empiéter sur la deuxième page, donc vous respectez les 3000 caractères. Et pour l'écrit de motivation, c'est voilà, c'est première partie entre 2500 et 3000 caractères, deuxième partie entre 1500 et 2000, troisième partie entre 1500 et 2000. Question technique, comment tu avais compté tes caractères ? Alors j'avais tapé mes textes avant sur Word, en affichant toujours le nombre de caractères, pour savoir à peu près où j'en étais et savoir s'il fallait que je réduise justement. Parce que c'est vrai qu'au début on commence à parler, et après on oublie qu'on a quand même des limites imposées. Et ensuite ne pas hésiter à le mettre dans Parcoursup en copier-coller et voir comment ça compte. Parce que des fois ça compte assez différemment. Donc quand même vérifier avec Parcoursup avant. Petit cadeau, je vous mettrai mon capture d'écran sur Word où on voit révision, statistique et du coup on voit exactement comment savoir le total et même des parties, parce qu'on peut sélectionner des paragraphes pour savoir le nombre de caractères, c'est assez
basique, mais il faut Word. Normalement, tous les lycées, en tout cas de notre région, tous les lycées ont Word. Mais sinon, sur Internet, il y a des compteurs de caractères gratuits. Hein, oui, ou n'importe quel traitement de texte, normalement est possible d'afficher donc caractère. Alors, le choix du campus, on l'a évoqué. On va maintenant parler en 2 mots de l'oral. Oui. Parce que, pour l'instant, vous avez compris, l'enjeu, c'est de passer l'écrit. On va parler de l'oral, mais on va surtout donner un petit peu ton expérience de l'oral. Oui. Comment ça s'est passé concrètement? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, alors je m'en souviens bien même. Donc, c'est quelque chose qui risque de vous marquer quelques instants. Donc, ce qui est important, c'est beaucoup de s'entraîner en avance avec un professeur ou même avec SOS Sciences Po, qui vous met en relation en binôme avec des étudiantes de Sciences Po qui vous entraînent pour l'oral, qui peuvent même relire vos écrits et vous aiguiller. Donc, ce qui peut être assez important. Vous pouvez encore normalement candidater pour avoir un binôme. Et donc, ça se passe en visio maintenant. Il n'y a plus du tout d'oral en présentiel pour Sciences Po Paris, avec 2 examinateurs. Donc, ce sont des examinateurs qui n'ont jamais eu affaire à votre dossier avant. C'est important de le rappeler. Ouais, ils ne savent pas, ils n'ont pas vu les écrits. Non. Ils partent de zéro. Donc au début, vous allez leur dire bonjour. Ensuite, ça va très vite découler sur l'analyse d'images. Donc c'était étonnamment l'année dernière beaucoup d'analyse artistique. Il n'y a pas eu du tout d'images d'actualité. Enfin, dans les retours que j'ai eus de mes camarades et de mes amis qui l'ont passé. Ouais. J'ai eu une image d'actualité, mais très déstabilisante sur alors quelque chose de très précis qui avait lieu en Afrique du Sud. D'accord, oui. Enfin voilà, c'était un peu piège. Oui. Mais ça fait partie du jeu, hein, que vous ne connaissiez pas l'image, ça fait partie du jeu. Hein. On ne va pas forcément aller vers des images très très connues. Oui, donc moi c'était en l'occurrence 2 tableaux. Donc il faut vraiment aller tout de suite vers celui qui vous inspire. Voilà, on a le choix entre 2 images. Vous avez quelques minutes ou quelques instants pour choisir. Et ensuite, là, il faut pendant 10 minutes donc, décrire et analyser l'image. Savoir qu'il n'y a globalement pas de fausses réponses. Il faut vraiment éviter les gros écartements ou les gros hors-sujets. Mais globalement, commencer par décrire pour se calmer aussi soi-même. Se dire, bon, on analysera ensuite. Et après, analyser, même partir complètement en philosophie. C'est vraiment un très bon conseil. Parce qu'en disant ça, c'est des choses qui sont personnelles, donc vous ne pouvez pas faire de hors-sujet ou vraiment dire de grosses énormités. Et après, le jury va venir vous relancer donc, sur ce que vous avez dit. Et c'est là aussi que ça peut devenir très vite déstabilisant, parce qu'ils peuvent vous poser des questions auxquelles ils savent très bien que vous n'avez pas les réponses. Et là, ce qu'il faut faire, c'est sourire. Ne surtout pas dire « je ne sais pas », mais rebondir avec une partie de la question et essayer de dire quelque chose, ne pas inventer si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Mais essayez toujours de rebondir pour ne pas rester sur le « je ne sais pas ». Et après, vous allez pouvoir vous présenter pendant 2 minutes. Donc ça, il faut le travailler en amont. Aussi, pour savoir ce que vous voulez dire, ça va être des perches que vous allez tendre au jury. Donc surtout, si vous n'êtes pas à l'aise avec un sujet, ne pas en parler maintenant. Parce qu'ensuite, c'est le jury qui va rebondir sur ce que vous avez dit de façon plus ou moins déstabilisante selon les jurys. Et après, donc c'est vraiment sur ce que vous voulez faire, vos motivations. Donc là, ne pas hésiter à y aller à fond dans ce que vous savez et ce que vous voulez mettre en avant. Bon, on y reviendra, peut-être qu'on se reverra éventuellement pour parler de l'oral plus précisément. Quand même une chose, on vous a dit il y a plein de techniques, il y a plein de choses à savoir. Donc il y a des prépas privés qui arrivent, qui existent, qui sont parfois même très très chers. C'est pas du tout obligatoire. C'est sûr que c'est un plus. On peut pas, faut être honnête. C'est des gens qui savent coacher, qui savent exactement comment vous aider, mais c'est pas du tout obligatoire. Je sais pas si toi tu avais fait une prépa en plus de celle de ton lycée. Non, simplement celle de mon lycée, accompagnée par mon prof typiquement, et moi, tous les ans, dans mon lycée, on accompagne des élèves qui réussissent, qui vont à l'oral et qui peuvent aussi réussir l'oral, sans forcément passer par une prépa en plus, à condition d'avoir des professeurs dans le lycée qui vous encadrent et qui vous aident. Si vous êtes absolument tout seul et qu'il n'y a aucune prépa dans le lycée, alors là, j'ai envie de dire, en première, il fallait aller voir le CVL et dire il faut monter une prépa Sciences Po, on a besoin d'aide, il y a un besoin. Et le proviseur aurait mis des moyens pour le créer, parce qu'évidemment, les proviseurs, ils sont toujours partants pour ce genre d'initiative d'accompagnement Parcoursup. Enfin, c'est une vitrine aussi pour l'établissement, une prépa Sciences Po. Nous, quand on a fait la réunion de rentrée de Sciences Po, je crois qu'il y avait 100 parents d'élèves présents. D'accord. On l'a annoncé, 100 parents d'élèves. Donc, il y a un gros attrait. On n'a pas sans inscrits à la prépa. On en a quand même pas mal. Il y a beaucoup de parents, de gens intéressés. Dans les lycées, on peut proposer des prépas plus ou moins importantes. Nous, on en propose une grosse. Toi, où tu étais, il y avait aussi une belle prépa avec des gens, quelqu'un de très compétent. On peut le dire, le professeur de Léa, c'était Ludovic, que vous avez vu dans ma vidéo sur Clausewitz, la remise en cause du modèle de Clausewitz. Donc, il est super, très investi, super coach.
Mais il y a plein de professeurs d'histoire-géographie comme ça dans les lycées de France. Oui. Hein. C'est-à-dire que c'est un métier de passion. Vous l'avez remarqué, si vous êtes là, c'est sans doute que vous en êtes convaincu. Mais l'histoire-géo, c'est une matière que moi, je trouve à part, où on a beaucoup de gens vraiment passionnés par leur métier. Oui. C'est un métier passion, professeur d'histoire-géographie. Donc, je pense que ça doit arriver très rarement que le professeur d'histoire-géo dise « Non, débrouille-toi, je ne vais pas t'aider ». D'ailleurs, moi, de mon expérience, j'ai plein de collègues qui ne font pas la prépa Sciences Po, mais qui relisent les écrits, qui conseillent, qui aident. Pourtant, ils ne savent pas forcément bien le concours, mais ils donnent plein de très très bons conseils. Donc, franchement, quel que soit, même s'il n'y a pas de prépa dédiée, vos professeurs sont vos premières ressources. Oui. Et pour l'oral, il faudra vraiment faire des entraînements. Ça, c'est indispensable. 1, 2, 3, 5, 10 entraînements blancs. Il faut... Si vous avez la chance d'aller à l'oral, vous avez une chance sur 2, je crois, statistiquement. Oui, vous avez une chance sur 2, ça y est, d'être pris pour Sciences Po Paris. Il faut le bosser à fond, il faut le bosser des heures et des heures. Alors, soit on se met en binôme. Est-ce que tu avais fait ça, toi, avec les autres candidats? Oui, j'avais donc des amis qui préparaient aussi Sciences Po Paris, qui avaient été prises pour l'oral, donc on s'entraînait ensemble. Et aussi avec des étudiants en première, voire deuxième année sur SOS Sciences Po. Voilà, SOS Sciences Po, on vous met le lien dans le descriptif, c'est génial. Oui. Ils sont sur Instagram, ils ont un site internet, et tout est gratuit avec des gens qui ont, comme Léa, réussi. Donc vraiment, allez-y. Enfin, je veux dire, avant de vouloir payer dans des prépas... Attention, je ne critique pas les prépas privés, ils font un vrai travail, on rémunère des gens qui s'investissent beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je suis rémunéré. Quand je fais ma prépa Sciences Po, ce n'est pas gratuit, c'est normal, tout travail mérite salaire. C'est l'État qui me paye, c'est mon établissement qui me paye pour accompagner. Donc, que des collègues fassent des prépas privés où ils sont payés peut-être pour des élèves qui n'ont pas accès aux prépas dans leur lycée, c'est génial, c'est super. Bravo, merci. Mais il y a aussi plein de choses gratuites qui existent. SOS Sciences Po, tu l'as dit, ma chaîne, ton compte et d'autres, il en existe d'autres. Il y a plein de choses qui existent. Et puis les binômes entre vous, entre les candidats, vous faites des entraînements blancs, vous faites des retours, vous vous filmez. Oui. Donc quand on fait la préparation officielle Sciences Po avec le label Sciences Po Paris nous dit filmer les élèves qui passent à l'oral, qui se voient. Qu'ils aient un retour sur leurs prestations. Donc, filmez-vous devant votre smartphone et puis regardez, débriefez, essayez de comprendre. Il faut avoir d'autres avis. Il ne faut pas être tout seul. Oui, non, c'est important. On est très mauvais juge de soi-même. On est toujours, en général, on se croit toujours mauvais. Moi, quand je regarde mes vidéos, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas. Je vois que les trucs qui me déplaisent. On est toujours très mauvais juge de soi-même. Donc, regardez avec d'autres. On va finir par les vœux de sécurité. Ça, c'est un gros dossier majeur. Donc, Sciences Po Paris, entre 5 et 15% de réussite pour des bons élèves. Attention, pour des élèves qui ont déjà un bon dossier, on est sur ces taux-là. Donc, il faut d'autres vœux. Quels sont les autres vœux que tu avais formulés, toi? Alors, j'avais demandé beaucoup de double licence à la Sorbonne, donc en droit et sciences politiques, en droit et histoire. Donc après, c'est vraiment selon les domaines aussi qui vous intéressent. Si vous êtes plutôt appétent pour le droit, donc vraiment s'orienter là-dessus. Et aussi, possibilité de mettre des prépas. J'ai beaucoup d'amis qui avaient mis des prépas, qui peut être une bonne alternative pour ensuite rattraper Sciences Po Paris en master notamment. Sinon, après, j'avais aussi demandé la fac d'Aix en droit. Et après, des vœux de secours à mettre aussi dans votre académie, ce qui est important. Et ensuite, voilà, tout ce qui est double licence et prépa qui peuvent être des bonnes alternatives à Sciences Po. Très bonnes alternatives. Double licence, très sélectif aussi, et prépa, très sélectif aussi, mais plus ou moins. Il y a des prépas qui sont aussi, parfois même plus encore que Sciences Po Paris, plus sélectives, et puis il y a des prépas qui sont beaucoup moins sélectives. Donc les classes prépa, vraiment, on recommande, alors on veut de secours, pas forcément d'ailleurs, aussi on veut principal, puisque le principe d'une classe prépa, c'est de vous former aux grandes écoles, dont Sciences Po et dont d'autres écoles dans d'autres domaines. Le réseau Sciences Po, bien sûr, donc Sciences Po Aix, Sciences Po Lille, Sciences Po Strasbourg, les IEP qui ont de super cursus excellents et qui vous permettent aussi de revenir sur Sciences Po Paris en master avec un bon dossier. Avec un bon dossier, mais bon, il y en a plusieurs qui rentrent tous les ans dans les masters, y compris les plus sélectifs, finance internationale et tout ça, qui rentrent à Paris. C'est tout. D'ailleurs, hier, j'étais avec une étudiante de master qui était à Sciences Po Aix, et là, cette année, qui est à Sciences Po Paris. Donc, clairement, c'est vraiment une belle porte, très, très beau cursus, avec des écrits là, à bien bosser, mais ça vaut le coup. Les classes prépa, les doubles cursus, et puis des vœux. Alors,
Tout va dépendre de plus 5, plus 10, où vous voyez dans 5 ans, où vous voyez dans 10 ans. J'ai parlé de la diplomatie, si c'est votre rêve, bah c'est le droit, hein, clairement. Oui. La diplomatie, les concours de diplomate, c'est soit cursus relations internationales, géopolitique, hein, soit cursus droit. Oui. Donc aller vers le droit, fac de droit classique. Et on peut faire juste une licence à l'université et finir aux plus hautes fonctions. D'accord ? L'université, c'est un super cursus aussi. Par contre, c'est un cursus où il y a beaucoup d'échecs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont sortir avec une toute petite licence, un tout petit master, ils vont vivoter. Par contre, pour les têtes de promo, les têtes de promo de la fac, ils jouent dans la même cour que des élèves qui sont dans des grandes écoles. Donc la fac, droit, histoire, géographie. Sciences politiques aussi. Sciences politiques, mais alors sciences politiques, il n'y en a pas beaucoup. Oui, ça c'est rare. C'est pas encore très développé. C'est en train de se développer. Et j'ai vu que Sciences Po n'aimait pas trop d'ailleurs ces nouvelles formations, parce qu'ils disent vous êtes en train de nous copier. Mais c'est vrai qu'il y a des licences de sciences politiques qui sont en train d'ouvrir. J'ai vu que les écoles de commerce sont en train de lancer des bachelors de sciences politiques aussi, et de géopolitique. Donc tout le monde marche sur les prépas de Sciences Po. Il faut savoir que Sciences Po, ils ont une progression colossale. Il y a de plus en plus de candidats. Du coup, chaque année, le pourcentage de réussite baisse un petit peu. Parce que c'est des études qui ont des débouchés incroyables, en fait. Tout simplement. C'est énorme. Et puis, vous pouvez être au niveau, comme Léa, en première année. Léa, pour l'instant, elle veut être cadre ou elle veut être, pourquoi pas, prof d'histoire, mais peut-être que finalement, elle va finir cadre à la direction d'Amazon. Tiens, allez, pourquoi pas, c'est possible. Tu as tout à fait, au niveau master, la possibilité d'aller vers ça. Donc, c'est très, très, très demandé. Tout le monde s'en inspire. Après, je pense qu'il y a vraiment un effet SPSG-GSP. C'est-à-dire que la spécialité plaît tellement aux élèves. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait cette chaîne. Hein. Elle est géniale pour nous, elle est géniale pour les élèves. Elle plaît tellement que, moi je le vois, je suis prof principal de terminale, les élèves disent « Monsieur, comment continuer à GGSP l'an prochain ?» Bon, concrètement, pour continuer, c'est soit prépa littéraire, soit prépa EC, économique et commerciale, pour les écoles de commerce, soit école de journalisme, soit fac de droit, mais très différent quand même, fac de droit, soit les facs histoire, géographie, sciences économiques, sociologie. Bon, sociologie, vous en faites beaucoup quand même. Hein, en première année et possibilité de continuer les années d'après. Donc, ça va dépendre de vos préférences, de où vous voyez à plus 5, plus 10, mais vous faites forcément des vœux de sécurité. Hein. Ne faites pas, comme j'entends tous les ans des élèves qui me disent « Mais moi, de toute façon, j'ai 18 de moyenne, pas besoin de vœux de sécurité. » Bah si, il faut des vœux non sélectifs. Parce qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. Ça fait des années que je fais Parcoursup et avant Parcoursup, il y avait un autre système, et des années où on a des trucs qu'on ne comprend pas. Parfois dans le bon sens, et parfois dans le mauvais sens. Donc on fait des vœux de sécurité. Tu as parlé des vœux géographiques, d'académie, il faut y penser. Parce que si vous demandez une autre académie, il est possible que vous ne soyez pas prioritaire. Tout dépend d'une information assez technique. Est-ce que la formation existe dans votre académie ? Si elle existe, vous n'êtes pas prioritaire. Si elle n'existe pas, en revanche, vous êtes prioritaire, il n'y a aucun souci. Regardez bien tout ça. Ça, c'est vos profs principaux de terminale qui peuvent vous aider. Si c'était à refaire, Léa, est-ce que tu repartirais pour Sciences Po Paris ? Sans regret, vraiment. Sans aucun regret, c'est super. Tu recommandes vraiment à nos étudiants qui nous regardent. Si c'est ce que vous voulez faire, vraiment, n'hésitez pas et ne vous auto-censurez pas. Surtout. Non, surtout pas s'auto-censurer. Et puis on peut continuer plein de trucs sur Instagram, sur TikTok, on fait de la géopolitique et puis on vient faire des vidéos, des interviews avec pour YouTube. Et puis tu me disais, la semaine dernière, tu as interviewé une députée européenne pour ton compte Insta ou pour ton compte TikTok. Enfin, voilà. Des écoles, les grandes écoles, ça ouvre énormément de portes et c'est génial. Hein. C'est vraiment, ça ouvre plein de choses. On peut avoir les mêmes ouvertures à l'université quand on est très impliqué, quand on est élu étudiant, qu'on bosse vraiment, qu'on fait partie d'assaut, qu'on s'implique. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants de l'université vont juste pour leurs petites 12, 13, 14, 15 heures, puis ils rentrent chez eux. Là, à la fin de cette vie universitaire, malheureusement, on aura créé peu de liens et on sera passé à côté de ce qu'offrent des écoles comme Sciences Po ou les écoles de commerce, c'est-à-dire du lien social, du réseau, du partenariat. Et c'est ça qui va lancer ensuite une carrière, ouvrir des portes.
Voilà, voilà. Bon, Léa, tu veux rajouter quelque chose à cette interview? Tout a été dit, je pense. Tout a été oui. dit. Bon, on a dit beaucoup de choses. Vous pourrez revenir dessus. Comme d'habitude, je fais la table des matières pour aller dans la rubrique qui vous intéresse. Vous pourriez y revenir et puis posez-nous toutes vos questions. Ma prochaine vidéo sur Sciences Po, ce sera pour les IEP. Ce sera sur la question du corps, histoire juridique du corps. Et ce sera mon premier live YouTube. D'accord. Donc, je vais diffuser la vidéo et en même temps, je serai là et je vous répondrai sur le chat. Et après, en visio, je discuterai avec vous. J'annoncerai ça sur Instagram et sur YouTube aussi, parce que sur YouTube, on peut mettre des posts. Donc, surveillez tout ça. Si vous faites Sciences Po Paris, surtout, faites aussi les vœux IEP. Oui. Ne jouez pas avec le feu. Il y a trop de parts d'aléatoires pour Sciences Po Paris. Oui. Bon, il ne me reste plus qu'à te remercier chaleureusement, Léa. Vraiment, merci pour cette interview. Je pense que tu as donné plein de choses qui seront utiles. N'oubliez pas, vous pouvez... Est-ce qu'on peut te contacter sur Instagram? Oui, bien sûr, oui. Par messagerie, vous n'hésitez pas. Oui. Et moi, c'est pareil. Moi, je réponds toujours à plein... On fait plein de super rencontres. Tu me le disais aussi. Ça. Alors, c'est vrai, plus Instagram que YouTube. Instagram a plus le côté réseau social. Mais c'est vrai que depuis que j'ai créé mon compte Instagram, il y a plein de gens qui me contactent. Et toi, c'est pareil. Et sur YouTube, vous n'hésitez pas. Les commentaires, on vous répond. À bientôt. À bientôt. Merci.